Oui, ben moi, Lise, j'ai quitté le Marité pour aller retrouver Philippe dans un petit restaurant du port. Oui, ici, on est fin janvier, les gens dînent dehors. Là, c'est vrai que pour les frileux, il y a un peu de plaid. Mais enfin, ils ont l'air assez contents et pas trop frileux quand même, pas trop de frileux. Tout va bien? Tout va bien. Alors je vais rejoindre Philippe qui est en compagnie d'un de nos confrères du Midi Libre, qui est notre partenaire ce soir. Et oui, Georges, François Charcelet, bonsoir, vous êtes journaliste donc au Midi Libre, vous travaillez ici dans la région de Sète. On vient de voir un reportage sur les temps de taux, là. Alors les flamants roses, les hippocampes, les huîtres, les moules, c'est une véritable oasis, un véritable bonheur. Et pourtant, tous ces étangs de cette côte sont des lieux très fragiles, très menacés par la pollution biologique d'abord, Dinophysis alexandrium. Comment ça se fait ? Comment ça se met justement? L'IFREMER, l'Institut français de recherche en mer, cherche à savoir. Pour l'Alexandrium, c'est quelque chose qui existe dans toutes les mers du monde, qui est arrivé ici dans les temps de taux en 98. Et effectivement, à certaines périodes de l'année, en général fin octobre, mi-novembre. Ah oui, ça tombe mal pour les professionnels. Effectivement, parce que c'est l'époque où, à l'approche des fêtes de Noël, grosse consommation d'huîtres. Les temps de taux, c'est 10% de la production nationale. Donc c'est la période des commandes pour les grands magasins, pour les marailleurs. Et effectivement, pour les producteurs, c'est un gros problème. En fait, c'est de plus en plus contrôlé, donc c'est de plus en plus sûr pour le consommateur. Mais en fait, pour la profession, c'est pas forcément une bonne chose. Effectivement, il y a cette agression. Oui, effectivement, il y a eu un gros débat parce que l'étang a été classé provisoirement en A, maintenant il est en B. Mais c'est vrai que pour le consommateur, c'est une sécurité supplémentaire parce que l'étang est plus contrôlé toujours par l'IFREMER au niveau des analyses. Mais effectivement, pour les producteurs, on peut comprendre que quelque part, c'est gênant. Alors on vient de parler de la pollution biologique et puis il y a cette pollution, si on peut dire, liée à l'explosion démographique. Vous me disiez cet après-midi, plus de 1500 personnes arrivent chaque mois dans le département de l'Hérault. C'est incroyable, c'est un des départements en France où la population croît de façon le plus importante. Tout à fait, ça c'est une des problématiques du département de l'Hérault qui est soumis à une grosse pression démographique. Il y a un gros intérêt pour ce littoral qui reste encore abordable parce qu'effectivement les prix restent relativement raisonnables si on compare à la Côte d'Azur, mais bon, ça devient cher. Donc effectivement, les temps de taux qui représentent aussi un attrait touristique, il ne faut pas le nier. Bon, il y a le Lido qui est tout près. Ce qu'on appelle le Lido, c'est ce long cordon littoral. Hein. Effectivement, qui va de Sète à Marseillan, qui est lui aussi d'une grande fragilité, 15 km, 2 km de large, au plus large. Donc effectivement, c'est 1500 habitants de plus, c'est plus d'habitants, donc plus de pollution à moins d'être contrôlée. Donc effectivement, c'est un des enjeux des décennies à venir. Alors, une dernière question. Bon, c'est peut-être pas facile de répondre, mais compte tenu de la pollution biologique, compte tenu de l'agression avec cette explosion démographique, est-ce que ces étangs sont condamnés ? Moi, personnellement, je préfère avoir une vision optimiste parce que mon leitmotiv, c'est de dire, grâce aux conchiliculteurs, l'étang est en meilleure santé parce que justement, il y a ces analyses qui obligent à avoir une qualité d'eau pour pouvoir vendre les coquillages, pour qu'ils soient consommables sans risque pour les consommateurs. En fait, ce sont les meilleurs gardiens de l'étang, les professionnels de la mer. Moi, c'est ce que je dirais. Effectivement, grâce aux conchiliculteurs, l'étang est en meilleure santé. Et puis il faut espérer qu'ils le gardent bien parce qu'il y a du spectacle quand même, parce qu'on est entre juste l'étang et puis la mer, tout ça c'est un spectacle. Ben c'est vrai, vous parlez de spectacle. Vous savez que dans les Pyrénées, quand vient l'automne, on regarde passer les palombes. Vous allez voir, Georges, qu'ici, sur les temps de taux et du côté de Sète, quand les jours commencent à fraîchir, quand les températures commencent à fraîchir, il y a un grand spectacle. Alors à ce moment-là, passent les dorades. Eh oui, les dorades. Dites-moi, Philippe, c'est la première fois que je vois une table de restaurant sur un port où les verres sont vides. Ça va pas du tout, ça. Mais vous savez, Georges, je sais que la loi a changé cette semaine, mais enfin, on va peut-être pas les remplir tout de suite. Yves Pacalé, bonsoir. Alors vous êtes d'origine savoyarde, certes, mais vous êtes écrivain, voyageur, et vous avez beaucoup navigué, en particulier plus de 10 ans avec le commandant Cousteau. Est-ce que vous avez beaucoup navigué en Méditerranée ? Oui, quand même un petit peu. Mais je pensais à ces histoires de dorades et aux étangs. Quand on se reporte aux livres anciens, quand on étudie Pline, le naturaliste, il a décrit les étangs de la Gaule narbonnaise, c'est-à-dire tous ces étangs dont on a parlé. Et il raconte qu'à cette époque-là, c'est-à-dire il y a à peine 2000 ans, les pêcheurs
attendaient les migrations de dorades ou de mulets et pêchaient en compagnie avec les dauphins. Ils pratiquaient exactement la même pêche ici même que celle qui est pratiquée encore en Mauritanie par les Imraguen, par exemple. Ah ouais. Alors, on en parlait moins à l'époque. Il y avait moins de presse, peut-être. Mais Thalassa était pas né à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Peut-être. Alors, Yves Pacalé, vous connaissez la tradition à Thalassa. Chaque invité choisit son coin de littoral. Et ce soir, vous avez choisi quel coin, vous? J'aime bien les calanques, parce qu'en réalité, les calanques de Marseille, parce que c'est là que pratiquement pour la première fois j'ai vu la mer. Je suis descendu de ma montagne savoyarde. J'ai suivi le fil de l'eau, les torrents. Les rivières, le Rhône, et je suis arrivé dans la mer pratiquement là. C'est là que j'ai vu pour la première fois la beauté de la mer en me mettant la tête sous l'eau. J'ai rencontré ma première créature marine, c'était une méduse chrysaor dorée, violacée. J'ai trouvé que c'était un spectacle extraordinaire là, à côté de ce petit paysage-là. Et j'ai depuis pas mal fréquenté les calanques, Sormiou et toutes les autres, Morgiou. Et à la fois, on a la beauté de la roche, la beauté de l'eau qui vient la lécher avec le mystère de cet enfoncement de l'eau jusqu'aux étages inférieurs où on trouve des murs entiers de gorgones qui sont parmi les plus beaux spectacles de la terre entière et de la mer. Vous inquiétez pas, on va bientôt y aller au Calanque. Parce que Père Vassilou va pas être d'accord avec Sylvie. Hein. Père Vassilou, c'est ce coin ici qu'il aime bien. J'aime bien aussi parce que je dois dire que, évidemment, c'est la question impossible. Qu'est-ce que vous préférez Quelle chanson Quel coin de la mer Quel coin de la terre? C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Yves, mais vous savez... coin-là, j'aime bien aussi, par exemple, on a au mois d'août des floraisons entières sur le lido de lys de mer. Et vous avez passé simplement à côté de la route des lys de mer, des peuplements entiers de ces cousins des narcisses qui sont parfumés, je dirais, divinement, et dont on parle dans la Bible. Vous nous présentez une Méditerranée que vous aimez visiblement, comme toutes les mers certainement, et pourtant on dit que c'est une des mers qu'il faut le plus protéger parce que c'est celle qui est peut-être le plus en danger. Vous êtes d'accord avec ça? Elle a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'elle est fermée, l'inconvénient aussi. C'est-à-dire qu'elle est quasiment fermée, elle ne communique avec l'océan Atlantique que par Gibraltar, et tout ce qu'on y déverse comme pollution, on sait qu'en moyenne, ça va mettre au moins 80 ans à pouvoir être épuré. Mais comment on déverse ces pollutions sans arrêt? On sait que la dépollution, la purification de cette eau de la Méditerranée est extrêmement difficile. Et comme en plus on a parlé de cette invasion générale de l'homme qui vient coloniser chaque morceau de rivage, on a à la fois du saccage, c'est-à-dire de la destruction mécanique, on construit des ports, on creuse, on remue. Plus il y a de gens qui viennent ici sur les rivages, plus ils vont se rendre compte de ce qui est en train de se passer, et plus ils vont faire attention. En tout cas, il faut l'espérer. Ça c'est ce que j'ai dit, il faut l'espérer. Oui, mais en même temps, il faut que la conscience qu'on peut avoir chacun de nos gestes est important pour la conservation de la mer, eh bien ça rentre vraiment, on ne jette pas de sac de plastique, on fait attention, on respecte le fameux herbier de Posidonie qui est ce peuplement en faible profondeur d'herbes qui sont la nourriture, le poumon et aussi la pouponnière de toute la Méditerranée. Il faut respecter tout ça. On va prendre la mer là, parce que là je crois que Jérôme Laurent est prêt à l'embarquement, il est même sur le ferry. Jérôme, vous en êtes où? Il est déjà à Tanger peut-être, non? Bien pour le moment. Jean, on vous écoute pour la revue de presse. Ah, mais Pierre Vassilou nous a rejoint. Ça va? Tout va bien? Oui, ça va bien. Qui c'est celui-là? Il fait doux. Hein. Je vous trouve très drôle ce soir, Georges. Je vous écoute depuis le début, vraiment. C'est le sud. Oui, ça doit être ça, oui. Donc, revue de presse maintenant, c'est ça, oui, par exemple? On vous écoute. Si vous voulez, moi j'ai retenu deux informations cette semaine dans les journaux, que vous avez vu sans doute aussi. La première, c'est ce fameux recensement dont on parle beaucoup. Donc, vous avez vu ça dans vos journaux, regardez le Figaro, nous sommes 62 millions de Français. Le Monde, enfin tout le monde en a parlé. Alors effectivement, Georges, on est de plus en plus nombreux, 62 millions. On est de plus en plus vieux aussi, n'est-ce pas? Je vous en prie. Pardon, excusez-moi. Et puis alors, on est de plus en plus nombreux à vouloir aller vers le littoral, donc ça on l'a dit, et vers le soleil, d'où ce record absolu que détient le Languedoc-Roussillon d'accroissement démographique. On parlait tout à l'heure, je crois, rien que dans l'Hérault, de 1500 personnes par mois en plus. Alors à côté de ça, moi j'ai trouvé une autre histoire dans Libération.
Alors c'est l'histoire d'un petit village en Alaska qui est sur une petite île en Alaska qui s'appelle Shift-Maref. Ce petit village est en train d'envisager d'évacuer tout simplement. Sur cette île, il y a des habitants depuis plus de 4000 ans. Alors pourquoi ils doivent partir ou pourquoi ils vont vraisemblablement devoir partir? C'est en raison du réchauffement climatique. Le niveau de la mer monte de plus en plus. Les glaces, la mer autour est de moins en moins gelée longtemps, du moins. Donc l'hiver, par exemple, il est moins protégé des tempêtes. Alors les habitants sont obligés, au fil des années, de mettre leurs maisons, des maisons en bois, sur des grands patins. Ils soulèvent les maisons avec des grues et de les reculer de plus en plus loin du littoral, de reculer jusqu'au moment où ils devront partir. Alors ils envisagent même maintenant de déplacer tout le village pour rester ensemble et d'aller sur le continent, même à 20 km à l'intérieur des terres. Voilà. Libération appelle ça, dit ce sera sans doute ces gens-là les premiers réfugiés du réchauffement de la planète. Vous voyez, Georges, du côté de la Méditerranée, on se tasse, et du côté de l'Alaska, on se casse. Voilà. C'est un peu ce qui se passe, il me paraissait intéressant. Ce garçon. Mais j'essaie d'être à la hauteur, Georges. Mais c'est un... Qu'est-ce que vous en pensez? Comment oui, ça vous fait c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant. Ça veut dire que le sol qui normalement est perpétuellement gelé dans l'Arctique, c'est-à-dire de toute la Sibérie, la Russie du Nord, la Laponie, le Canada, l'Alaska, est en train de dégeler. Et c'est une menace énorme, parce que d'abord, ça prouve que le réchauffement climatique, c'est vraiment pas une illusion, ça commence pas une lubie comme ça. Les maisons s'enfoncent, la côte recule, et la grande inquiétude, c'est que dans ces étendues gigantesques, dans ce sol perpétuellement gelé, il y a prisonniers du méthane et de l'ammoniac. Et ce sont deux gaz à effet de serre. C'est-à-dire que si le sol perpétuellement gelé dégèle, ces gaz vont se libérer dans l'atmosphère et ça va accroître, ça va accélérer de façon considérable le processus de l'effet de serre. Et donc c'est ce qu'on appelle une rétroaction positive, mais extrêmement inquiétante. Pour continuer, Georges, je voudrais vous présenter quelques livres. D'abord, le livre d'Yves Pacalet, tout seigneur tout honneur, Mystères et légendes de la mer, aux éditions Artaud. Il y a une page consacrée notamment à pourquoi la mer est salée. Il y a l'explication scientifique à laquelle peut-être vous n'allez peut-être pas comprendre, moi non plus d'ailleurs, mais il y a aussi une explication à travers une légende chinoise, je crois, qui est assez intéressante. C'est aux éditions Artaud. Dans cette région, on dit que ça fait boire le client. Voilà. Décidément, merci. Je vous le donne. Pour ceux qui pensent que l'étang de Thau est un cloaque, regardez ce livre qui s'appelle Thau, Oasis de vie. C'est aux éditions Parthénos et c'est de Frédéric Maxence. C'est le monsieur qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage qui fait de très belles photos sous-marines donc dans l'étang de Thau. Et voilà, c'est pas exactement un cloaque. Voilà, l'étang de Thau, Oasis de vie. J'ai envie de vous l'offrir celui-là. Vous le connaissez peut-être? Ah non, pas du tout. Je vous remercie beaucoup. Ça fait très plaisir. Voilà, un troisième petit bout. Vous faites de la plongée, non? Du tout? Dans ma baignoire. Oui, dans ma baignoire, oui, c'est pas très drôle non plus. Ça, c'est un lièvre de mer, ça, voilà. Ah. Ça court pas aussi vite que le lièvre. Je continue, si vous le permettez. Je vous en prie, continuez, vous ne gênez pas. Mais je voudrais vous présenter un petit livre coup de cœur qui s'appelle L'idée reçue. C'est aux éditions Le Cavalier Bleu. Alors c'est un livre, c'est le numéro sur la voile. Alors c'est un livre qui recense un petit peu toutes les... qui recense toutes les idées reçues dans un certain domaine, là, en l'occurrence la voile. Alors par exemple, c'est le yachting est un sport de rois et de milliardaires. Avec les sponsors, la voile n'est plus ce qu'elle était. Tabarly savait pas aligner deux mots de suite. Alors ça fait la part du vrai et du faux là-dedans. Et il y a une idée reçue qui est développée dans ce petit livre. C'est il n'y a pas de vent en Méditerranée. La Méditerranée est une mer de demoiselles. Alors ce livre nous explique que c'est bien sûr entièrement faux et que les statistiques météorologiques ont mesuré que c'est dans le Languedoc-Roussillon notamment qu'il y a le plus de vent force 10, de 10 à 12, y compris pendant l'été, beaucoup plus qu'à Ouessant ou qu'à Dunkerque, etc. Voilà, notamment. Donc une idée reçue qui s'écroule, c'est aux éditions Cavalier Bleu. Juste un petit cadeau pour vous, c'est le dernier disque de Pierre Vassiliou. Vous connaissez, avec un joli nom, qui s'appelle Pierre Précieuse. Vous prenez? Voilà. C'est gentil. Vous le vouliez peut-être? Non, c'est à vous. C'est gentil. Vous n'en voulez pas. Si, j'en veux, mais... Alors vous avez remarqué qu'ici à Sète, il y a des bateaux de pêche, il y a des bateaux de commerce, il y a des ferries. On a vu Jérôme tout à l'heure partir en ferry. J'espère qu'il va pouvoir revenir. Eh bien lui, Loïc Etévenard qui fouille toujours partout, a trouvé un navire étonnant au cœur de la ville. Alors autre navire important, les thoniers. Et à Sète, les thoniers, ils sont très nombreux. Lise, je pense que vous avez eu le temps de monter à bord.